Tout s'est effondré du jour au lendemain. Tout a commencé un mercredi matin. J'ai ouvert mon portable comme d'habitude, encore ensommeillé, et j'ai été submergé par un flot de messages, non pas les habituels « bonjour », mais des mots de colère et d'amertume, des accusations, des captures d'écran. Mes emails privés, ceux que j'avais envoyés en confiance, exprimant des doutes, des frustrations et des pensées sans filtre, avaient fuité sur Internet. Mon cœur s'est serré tandis que je faisais défiler les publications, chacune traînant mon nom dans la boue. On me traitait de manipulateur, de menteur, d'hypocrite. Des gens que j'appréciais m'avaient soudainement tourné le dos. Le pire, c'est qu'ils n'avaient pas entièrement tort. Ces emails étaient réels, je les avais écrits, mais le contexte manquait. Ils n'étaient pas destinés au public. Ils avaient été rédigés dans des moments de vulnérabilité ou de frustration, jamais pour blesser qui que ce soit. Mais le contexte n'avait plus d'importance. Le mal était fait. Je me suis assis sur le bord de mon lit, hébété. Je me demandais, qui aurait pu me faire ça? Qui y avait accès? Mes pensées tourbillonnaient dans une tempête de confusion et de trahison. Une chose était sûre, ce n'était pas un accident. Quelqu'un m'avait délibérément choisi pour me détruire. J'ai de nouveau regardé l'écran de mon téléphone. Les notifications continuaient d'affluer. J'ai pris un café dans la cuisine et j'ai essayé de respirer profondément, mais mes mains tremblaient. J'ai pensé à appeler Mathieu, mon frère, aîné, mais j'ai renoncé. Il a toujours été trop critique. Ça n'aurait fait qu'empirer les choses. WhatsApp était un chaos. Des groupes dont je faisais partie depuis l'université étaient maintenant le théâtre de discussions à mon sujet. Certains me défendaient, beaucoup m'attaquaient. J'ai vu mon nom dans des hashtags sur Twitter, associés à des mots que je n'aurais jamais pensé voir à côté du mien. J'ai ouvert la fenêtre de l'appartement. Dehors, Paris continuait sa routine frénétique, indifférente à mon monde qui s'écroulait. Le bruit de la circulation sur le boulevard Haussmann semblait lointain. Tout paraissait irréel, comme si j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. J'ai décidé d'appeler Richard, mon patron à l'agence de publicité où je travaillais depuis près de 5 ans. Mieux valait qu'il l'apprenne par moi que par d'autres. 3 sonneries et il a décroché, sa voix déjà empreinte d'un ton différent. « Antoine, nous sommes dans une situation compliquée ici, » dit-il, sans salutations initiales. « Les clients appellent. La SNCF a déjà menacé d'annuler le contrat. » Richard, je peux expliquer. Ces emails. Écoute, je ne veux pas savoir les détails maintenant. La direction va se réunir cet après-midi. Pour l'instant, prends quelques jours. Des vacances forcées, appelons ça comme ça. J'ai raccroché sans pouvoir dire un mot de plus. Des vacances forcées. Je savais très bien ce que cela signifiait. En parcourant les captures d'écran qui circulaient en ligne, j'ai réussi à identifier exactement quels emails avaient été exposés. C'était principalement des conversations avec mon meilleur ami, David, où je me confiais sur des problèmes au travail, des relations ratées, et occasionnellement sur des proches. Il y en avait un particulièrement préjudiciable, où je critiquais l'approche d'un client important, le qualifiant de « ignorant prétentieux ». Dans un autre, je parlais en mal d'un collègue, suggérant qu'il ne méritait pas la promotion qu'il avait reçue. Il n'y avait rien de criminel là-dedans. Rien pour quoi je pourrais être poursuivi en justice. Mais il y en avait assez pour ternir ma réputation et amener les gens à remettre en question mon caractère. J'ai essayé de reconstituer mentalement qui pourrait avoir accès à ces emails. Mon mot de passe était relativement fort et je ne le partageais pas. Mais il y a quelques mois, quand mon ordinateur portable est tombé en panne, j'ai utilisé l'ordinateur de David pour accéder à mon compte et répondre à quelques emails. Urgent. Avais-je oublié de me déconnecter? Non, je me souvenais clairement avoir tout fermé. Le téléphone a sonné. C'était Thérèse, mon ex-petite amie. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Antoine, c'est quoi cette merde qu'on raconte sur toi ?» Thérèse, quelqu'un a fait fuiter mes emails. Ils sortent tout de leur contexte. Hors contexte, j'ai vu ce que tu as écrit sur moi et ma famille. Banlieusard sans culture, c'est bien ça? J'ai dégluti. J'avais écrit ça dans un moment de colère après une grosse dispute. C'était après cette discussion sur « ne termine même pas, tu es exactement ce qu'ils disent, un faux, un hypocrite ». Elle a raccroché. Une autre porte fermée.
J'ai passé le reste de la matinée à essayer de comprendre l'étendue de la fuite. Il y avait des dizaines d'emails couvrant les 2 dernières années. Quelqu'un avait fait une collecte méticuleuse, sélectionnant soigneusement les passages les plus préjudiciables. Vers midi, j'ai reçu un appel de Vincent, un ami du foot du mercredi. Sa voix semblait sincèrement préoccupée. « Mec, ça va? Je vois tout ce bazar. »« Non, ça ne va pas du tout, Vinny. Quelqu'un m'a salement piégé. » « Écoute, je voulais te prévenir qu'ils organisent une sorte de lynchage sur Twitter. Il y a des gens qui parlent d'aller voir tes clients, ta famille. C'est vraiment méchant. » Je l'ai remercié pour l'avertissement. Au moins une personne était encore prête à m'écouter. J'ai appelé David plusieurs fois. Toutes sont tombées sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des messages sur WhatsApp qui ont seulement été lus, sans réponse. Son silence était assourdissant. Dans l'après-midi, j'ai reçu un email du département des RH de l'agence. Ils me mettaient à pied, pour une durée indéterminée jusqu'à ce que la situation se résolve. Traduction, ils attendaient que la poussière retombe pour me licencier officiellement. Maman a appelé. Sa voix tremblait. « Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ta cousine m'a envoyé des captures d'écran, c'est vrai tout ça? » « Maman, c'est compliqué. Ce sont mes emails, oui, mais... Ce que tu as écrit sur ton père? Comment as-tu pu dire ces choses de lui? » J'ai senti une boule dans ma gorge. Parmi les emails divulgués, il y en avait un où j'exprimais ma frustration envers mon père après une dispute au sujet de l'argent. Des mots durs qui n'auraient jamais dû quitter le contexte privé. C'était dans un moment de colère, maman. Tu sais comme c'est difficile avec lui parfois. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Ton père est anéanti, Antoine. Après cet appel, j'ai éteint mon téléphone. Je n'en pouvais plus. Je suis retourné à la fenêtre. Le ciel de Paris était gris en accord avec mon état d'esprit. La pluie a commencé à tomber, d'abord quelques gouttes timides, puis un orage. J'ai pris une bière dans le frigo et je me suis assis sur le canapé, observant la pluie par la fenêtre. En quelques heures, tout ce que j'avais construit s'était effondré. Mon travail, mes relations, ma réputation, tout en ruine. Le plus troublant était le sentiment de violation. Ces emails étaient mes pensées privées, mes exutoires, mes moments de faiblesse. Voir tout cela exposé au monde, c'était comme être déshabillé en public sans pouvoir se couvrir. Alors que la nuit tombait sur la ville, une certitude grandissait en moi. Ce n'était pas aléatoire. C'était une attaque calculée. Et plus j'y pensais, plus l'absence de David devenait suspecte. Notre dernière rencontre avait été étrange. Il semblait distant, presque rancunier. À l'époque, j'avais mis ça sur le compte du stress au travail. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. J'ai décidé que dès le lever du jour, je commencerais ma propre enquête. Si quelqu'un avait délibérément ruiné ma vie, je découvrirais qui et pourquoi. La pluie continuait de tomber dehors, implacable, lavant la ville pendant que je restais assis dans le noir, seul avec mes pensées, et le soupçon grandissant que la personne en qui j'avais le plus confiance pourrait être responsable de ma chute. Isolement et colère. Le lendemain matin, il semblait que le monde entier m'avait tourné le dos. L'orage de la nuit précédente avait cessé, mais la tempête dans ma vie ne faisait que s'intensifier. Mon téléphone, que j'avais rallumé à contre-cœur, ne cessait de vibrer de notifications. Ce n'étaient pas des messages de soutien, mais de mise à l'écart. Soudain, j'étais un lépreux numérique. J'ai ouvert Instagram et j'ai vu que j'avais perdu près de 1000 abonnés pendant la nuit. Sur LinkedIn, d'anciens collègues avaient supprimé leur connexion avec moi. 2 clients pour qui je faisais des missions occasionnelles en freelance m'ont envoyé des emails courts mettant fin à notre partenariat. L'un d'eux, Madame Dubois de la pâtisserie du Vieux-Lille, une personne que je connaissais depuis des années, n'a même pas pris la peine d'élaborer. Nous ne pouvons plus travailler avec vous. Cela ne correspond pas aux valeurs de notre entreprise familiale. Les valeurs. Ce mot était utilisé contre moi comme des pierres, comme si mes pensées privées, mes exutoires dans des moments de frustration, définissaient entièrement mon caractère. Je suis sorti acheter du pain à la boulangerie du coin. Monsieur Martin, le propriétaire qui tenait l'endroit depuis des décennies, et me recevait toujours avec un sourire et un « Bonjour, monsieur Antoine », s'est contenté d'un signe de tête, évitant mon regard.
Est-ce que même lui était déjà au courant? En rentrant à l'appartement, j'ai croisé Madame Joseph, la concierge de l'immeuble, dans l'ascenseur. Le silence était gênant. Elle fixait les numéros des étages comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. « Tout va bien, Madame Joseph ?» ai-je tenté pour briser la glace. « Tout va bien, répondit-elle sèchement, toujours sans me regarder. Quand l'ascenseur s'est arrêté à mon étage, elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à « quelle déception !» alors que les portes se fermaient. De retour à l'appartement, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé à évaluer les dégâts professionnels. Mes profils sur les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires négatifs. Des gens que je ne connaissais même pas personnellement partagèrent les captures d'écran de mes emails, ajoutant leurs propres interprétations malveillantes. Un email en particulier causait plus de dommages. Celui où je critiquais le patron de la plus grande agence de publicité de Marseille, le qualifiant de dinosaure arrogant coincé dans les années 90. L'homme était une légende sur le marché provençal et maintenant, tous les professionnels du secteur prenaient position contre moi pour ne pas déplaire au puissant monsieur. J'ai essayé d'appeler mon frère Mathieu à nouveau. Cette fois, il a répondu mais sa voix était froide, distante. « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?»« J'ai besoin de parler, Mathieu. Je suis dans une situation compliquée. » Il a soupiré à l'autre bout de la ligne. « Compliqué? Tu as humilié toute la famille. Papa est dévasté par ce que tu as écrit sur lui. Maman n'arrête pas de pleurer. Et moi, tu sais ce que c'est d'avoir des collègues qui t'envoient des captures d'écran où ton propre frère te traite de limité et sans ambition? » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Cet email spécifique datait de près de 2 ans, lorsque nous nous étions disputés au sujet de l'héritage de grand-mère. Des mots dits sous le coup de la colère, que j'avais déjà oubliés. Mathieu, c'était pendant notre dispute, tu le sais bien. Écoute, règle tes merdes d'abord avant de me rappeler. J'en ai marre de nettoyer tes conneries depuis qu'on est gamin. Il a raccroché. Le rejet de mon propre frère faisait plus mal que tout le reste. Nous avions toujours eu nos différends, mais au fond, il avait toujours été là pour moi. Jusqu'à maintenant. Le pire, c'était le silence de David. Mon meilleur ami. Celui qui connaissait tous mes secrets, qui avait partagé un appartement avec moi à la fac, qui m'avait aidé quand j'étais au chômage pendant 6 mois. Le gars qui avait été mon témoin de mariage et qui m'avait ensuite soutenu pendant mon divorce. J'ai envoyé message après message, sans réponse. J'ai décidé de tenter une dernière fois. David, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de mon ami maintenant. Je suis en train de couler, mec. Lu. Pas de réponse. Quelque chose dans son silence me dérangeait profondément. Ce n'était pas juste une absence, ça semblait calculé, comme s'il m'évitait délibérément. Ou pire, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Vers 3 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Julie, une collègue de l'agence qui n'avait jamais été particulièrement proche. « Antoine ?» ?»« C'est Julie. Écoute, je ne devrais peut-être pas t'appeler, mais je pensais que tu devais savoir. Les gens de l'agence organisent une sorte de lettre ouverte se positionnant contre toi. Ils mettent la pression à tout le monde pour qu'ils signent. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'ai travaillé 5 ans là-bas. J'ai construit ce portefeuille de clients. Je sais, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai trouvé ça injuste. Mais il y a plus... J'ai entendu Richard commenter que quelqu'un avait envoyé les emails directement aux clients avant même qu'ils ne fuitent en ligne. C'était très bien orchestré. Cette information m'a frappé comme un éclair. Cela confirmait mes soupçons. Ce n'était pas un piratage aléatoire. C'était une destruction planifiée. Julie, as-tu la moindre idée de qui pourrait être derrière tout ça? Elle a hésité. Je ne suis pas sûr, mais j'ai vu David sortir du bureau de Richard hier, juste avant que tout n'explose. Il semblait proche. David et Richard, mon meilleur ami et mon patron, la trahison semblait s'approfondir à chaque minute. Merci Julie, vraiment. Ne me remercie pas, et s'il te plaît, ne dis pas que je t'ai appelé. J'ai raccroché et je suis resté à fixer le mur. La colère commençait à remplacer le choc initial. Si David était vraiment impliqué là-dedans, pourquoi? Qu'aurais-je pu faire pour mériter une telle vengeance? Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu.
J'ai répondu avec prudence. « Allô? Antoine Dubois ?» Une voix masculine, professionnelle. « Oui, qui est-ce ?» « Ici le Parisien. Nous faisons un article sur la fuite de vos emails et nous aimerions avoir votre version. » J'ai senti mon sang se glacer. C'était maintenant devenu une affaire de presse? « Je n'ai pas de commentaire pour le moment, » ai-je répondu et j'ai raccroché rapidement. Quelques secondes plus tard, un autre numéro inconnu. Cette fois, c'était un blog local. Puis, une radio. J'ai de nouveau éteint le téléphone, sentant la panique monter. Comment cela avait-il pu dégénérer si vite? Qui avait intérêt à me détruire avec un tel acharnement? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher sur Montmartre, les couleurs se reflétant sur les toits de Paris. La ville que j'avais toujours considérée comme mon foyer semblait maintenant hostile, remplie de gens qui croyaient connaître mon caractère sur la base de fragments décontextualisés de ma vie privée. J'ai décidé que je devais sortir, prendre l'air. J'ai pris les clés de ma voiture et je suis descendu au garage. Sur le mur latéral de l'immeuble, un choc. Quelqu'un avait tagué « Faux cul » en lettres capitales rouges. Le message était clair et certainement dirigé contre moi. Léppi conduit sans but dans la ville, évitant les endroits où je pourrais rencontrer des connaissances. J'ai fini par m'arrêter sur les quais de Seine, presque déserts à cette heure. Je me suis assis au bord de l'eau et j'ai observé le fleuve. Les péniches passaient, indifférentes au chaos de ma vie. Un instant, j'ai envié cette simplicité. Mes pensées revenaient constamment à David. À notre dernière rencontre il y a 2 semaines, nous étions au Le Baron Rouge, notre bar habituel. Il semblait distant, buvait plus que d'habitude. Quand j'ai mentionné la possibilité d'être promu directeur de la création à l'agence, un poste que nous convoitions tous les deux, il a forcé un sourire et a dit « Tu obtiens toujours ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais maintenant cette phrase prenait un nouveau sens. Un soupçon a commencé à se former. Et si David était derrière tout ça? Et si mon meilleur ami, la personne en qui j'avais le plus confiance, était le responsable de ma destruction? Je suis retourné à la voiture et j'ai pris mon ordinateur portable. En allumant brièvement mon téléphone, j'ai téléchargé toutes les captures d'écran des emails fuités que j'ai pu trouver. Si je devais découvrir la vérité, j'aurais besoin de preuves. Si David m'avait vraiment trahi de cette manière, je devais comprendre comment et pourquoi. La nuit était déjà complètement tombée quand je suis rentré à l'appartement. La colère bouillait maintenant en moi, remplaçant la tristesse initiale. Le graffiti sur le mur de l'immeuble avait été recouvert, probablement par la copropriété, mais la marque était encore visible sous la peinture fraîche. Je suis monté à mon appartement, déterminé. L'isolement forcé avait un avantage, du temps libre pour enquêter. Ceux qui m'avaient si rapidement tourné le dos, qui m'avaient jugé sans écouter ma version, le regretteraient peut-être un jour. Mais ce qui me motivait le plus était de découvrir si David, mon prétendu meilleur ami, était réellement capable d'une telle trahison. Cette nuit-là, pendant que Paris dormait, j'ai commencé mon enquête. Si quelqu'un avait délibérément détruit ma vie, je découvrirais qui c'était, et je lui rendrais l'appareil. Des indices dans les cendres. J'ai passé la nuit entière penché sur mon ordinateur portable, analysant méticuleusement chaque email divulgué. Le soleil se levait déjà quand j'ai remarqué un schéma. Ce n'étaient pas tous mes emails qui avaient été exposés, seulement ceux qui pouvaient me nuire. Quelqu'un avait fait une sélection minutieuse, choisissant précisément les messages qui causeraient le plus de dégâts possible. J'ai préparé un café fort et j'ai poursuivi mon enquête. J'ai créé un tableur listant chaque email divulgué, à qui il avait été envoyé à l'origine, la date et l'objet. Quelque chose a commencé à attirer mon attention. La grande majorité des messages compromettants avaient été envoyés à David ou l'avaient en copie. Les rares exceptions étaient des emails envoyés à mon ex-femme, Marion, lors de notre divorce tumultueux. J'ai regardé les métadonnées des captures d'écran. La plupart avaient été faites sur un iPhone. David utilisait un iPhone 13. Quelques-unes avaient été prises depuis un ordinateur, possiblement un MacBook, également utilisé par David. Rien de tout cela n'était une preuve définitive. Mais les coïncidences commençaient à s'accumuler.
Je me suis souvenu que David avait utilisé mon ordinateur portable il y a quelques semaines, lorsque le sien avait eu des problèmes lors d'une réunion de travail que nous avions faite ici, dans mon appartement. Aurait-il profité de l'occasion pour accéder à mon Gmail? Mais pourquoi attendre si longtemps pour utiliser cette information contre moi? J'ai ouvert mon compte Google et vérifié les accès récents. Rien de suspect ces derniers jours. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y a 3 semaines, il y a eu une connexion à mon Gmail depuis une adresse IP que je ne reconnaissais pas. J'ai cherché la localisation. C'était de la région de Montreuil, la ville où David habitait. À ce stade, mon soupçon se transformait déjà en certitude. Mais il me manquait encore de comprendre le motif. Qu'est-ce qui aurait pu pousser David, mon ami de tant d'années, à planifier une vengeance aussi élaborée? J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherchant des signes que j'aurais pu ignorer. Ces derniers mois, David semblait plus distant, plus critique. De petits commentaires, acides que j'avais alors attribués au stress du travail, prenaient maintenant un nouveau sens. Tu retombes toujours sur tes pattes, n'est-ce pas, Antoine? Ou, c'est drôle comme les choses marchent toujours pour toi. Il y avait autre chose. David avait postulé pour la même promotion que moi à l'agence. Le poste de directeur de la création qui, selon les rumeurs internes, devait être le mien. Était-ce cela? La jalousie professionnelle? J'ai continué à analyser les captures d'écran. Sur l'une d'elles, j'ai remarqué quelque chose dans le coin inférieur. Un reflet. J'ai agrandi l'image au maximum. C'était le reflet d'un cadre photo. J'ai reconnu le cadre. C'était cet horrible cadre en bronze que David avait sur la table de sa chambre. Un cadeau de sa grand-mère qu'il n'avait pas le courage de ranger. Cette photo spécifique ne pouvait avoir été prise que dans son appartement. Pendant que j'enquêtais, j'ai reçu un message inattendu. C'était de Pauline, notre collègue de l'agence et ex-petite amie de David. « Antoine, il faut que je te parle. On peut se voir ?» J'ai répondu immédiatement, fixant un rendez-vous dans un café près de chez elle, dans le quartier du Marais. Moins d'une heure plus tard, nous étions assis à une table isolée d'un café presque vide à cette heure matinale. Pauline semblait nerveuse, regardant constamment autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. « Je ne devrais pas te parler ?» commença-t-elle, tripotant nerveusement le sucrier. « Tout le monde à l'agence évite toute association avec toi. Je te remercie d'être venu, alors. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Je pense savoir qui a fait fuiter tes emails. J'ai vu quelque chose de troublant. Mon cœur s'est accéléré. C'est David, n'est-ce pas ?» Son regard surpris a confirmé mon soupçon avant même qu'elle ne réponde. « Comment tu sais ?»« Je rassemble les pièces depuis hier. J'en suis presque sûr, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi. » Pauline a bu une gorgée de son café comme pour chercher du courage. « Il y a environ 3 semaines, David m'a invité à dîner. Je pensais qu'il voulait renouer notre relation, mais il ne parlait que de toi. De comment tu avais toujours eu tout facile, de comment la promotion aurait dû être la sienne, pas la tienne. Il était saoul? Au début non, mais il a bu tout au long de la soirée. Quand il était déjà bien éméché, il a commencé à dire des choses effrayantes. Il a dit qu'il allait te remettre à ta place, qu'il allait montrer qui tu étais vraiment. J'ai pensé que c'était juste l'alcool qui parlait. J'ai senti un frisson. Et après, il y a 2 jours, je suis allé à son appartement pour récupérer des affaires à moi qui étaient encore là. Il n'y était pas, mais la femme de ménage m'a laissé entrer. J'ai vu son ordinateur portable ouvert dans la chambre. Sur l'écran, il y avait plusieurs captures d'écran de tes emails organisés dans des dossiers. Il y avait un fichier texte nommé « Plan A ». Je n'ai pas tout lu. J'ai eu peur, mais j'ai vu qu'il mentionnait d'envoyer les emails à tes clients puis de les divulguer en ligne. Je suis resté silencieux, absorbant l'information. C'était trop élaboré pour être juste un coup de colère. David avait méticuleusement planifié ma destruction. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant, Pauline ?» Elle a détourné le regard. « Parce que c'est malsain. Peu importe ce que tu as fait ou écrit, personne ne mérite ça. Et aussi... » Elle a hésité. « David m'a fait peur. Son obsession pour toi n'est pas normale. Ça semble trop personnel. » J'ai remercié Pauline pour l'information. Avant de partir, elle a ajouté un dernier détail. « Il y a autre chose. David a rencontré ton patron, Richard,
en dehors des heures de bureau. Plusieurs fois. Je pense que ce n'est pas seulement pour le travail. Cela complétait le puzzle. David ne m'avait pas seulement trahi, mais il conspirait avec mon patron. Probablement la promotion serait maintenant la sienne. Je suis rentré chez moi et j'ai continué mon enquête avec une vigueur renouvelée. Je suis allé sur l'Instagram de David et j'ai trouvé une photo récente dans un restaurant cher. J'ai reconnu l'endroit. C'était le préféré de Richard. Dans les commentaires, Richard avait écrit « Excellente conversation. L'avenir est prometteur ». La photo avait été postée 3 jours avant la fuite. J'ai décidé de vérifier si David avait laissé d'autres traces. Je suis allé sur LinkedIn et j'ai vu qu'il avait déjà mis à jour son profil. Directeur de création, en transition. L'audace était incroyable. Il n'avait même pas attendu que la poussière retombe pour prendre le poste qui aurait dû être le mien. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel inattendu de François, le technicien informatique de l'agence. Il avait toujours été réservé, du genre de personne qui observe plus qu'elle ne parle. « Antoine, c'est moi, François. Écoute, je ne devrais pas t'appeler, mais je dois te dire quelque chose. »« Qu'y a-t-il, François ? La semaine dernière, David m'a demandé de récupérer de vieux emails que tu lui avais envoyés. Il a dit que c'était des références de projets importants et qu'il en avait besoin pour une présentation. Comme il est superviseur, je n'ai pas posé de questions. Ma respiration s'est suspendue. Et tu l'as aidé ? Oui, j'ai récupéré plusieurs emails de son compte qui avaient déjà été supprimés. Ce n'est qu'après que tout a éclaté que j'ai réalisé ce que j'avais fait. J'ai remercié François pour l'information. Une autre pièce du puzzle s'emboîtait. Maintenant, j'étais pratiquement sûr que David était le responsable. Les accès à mon Gmail depuis l'IP de la région où il habitait, les captures d'écran prises dans son appartement, le témoignage de Pauline sur le plan écrit, la collaboration de François pour récupérer de vieux emails, les rencontres secrètes avec Richard, tout indiquait une conspiration élaborée. Mais il manquait encore la preuve définitive, quelque chose qui ne laisserait aucun doute et qui pourrait, qui sait, m'aider à laver mon nom. Je me suis souvenu que David et moi partagions un dossier sur Google Drive où nous gardions des documents de projets freelance que nous faisions ensemble. J'y suis entré et j'ai commencé à vérifier les journaux d'accès. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de crucial. 3 jours avant la fuite, David avait téléchargé tous les fichiers du dossier et, ensuite, avait supprimé mon accès à plusieurs documents. Pourquoi aurait-il fait ça s'il ne prévoyait pas de couper les ponts ? Je devais le confronter. Non seulement pour confirmer mes soupçons, mais pour comprendre la profondeur de cette trahison. Qu'est-ce qui pousse une personne à détruire des années d'amitié de cette façon ? J'ai essayé d'appeler à nouveau. Messagerie vocale. J'ai envoyé un message. Je sais que c'est toi, David. J'ai des preuves. On en parle comme des adultes, ou tu préfères que j'aille plus loin ? Presque instantanément, son statut est passé à « en ligne ». Le message a été lu. Pendant quelques minutes, j'ai vu l'indication qu'il écrivait, s'arrêtait, écrivait à nouveau. Finalement, la réponse est venue. Mon appartement. 20 heures. Viens seul. C'était tout ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas la réponse d'un innocent. J'ai passé les heures suivantes à organiser toutes les preuves que j'avais recueillies. Je les ai sauvegardées sur des clés USB, les ai envoyées à des adresses e-mail alternatives. J'ai fait des copies physiques. Si David pensait qu'il pouvait simplement effacer les traces, il se trompait. Alors que l'horloge avançait vers 8 heures du soir, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Colère, tristesse, déception, mais surtout, détermination. Si David avait orchestré ma chute, il devrait me regarder dans les yeux et l'admettre. Le soleil se couchait sur Paris quand je suis parti de chez moi en direction de son appartement à Montreuil. Les rues étaient congestionnées par le trafic, typique de fin de journée, des conducteurs impatients klaxonnant, la chaleur encore intense malgré l'heure. Je me suis arrêté devant son immeuble, un bâtiment de classe moyenne supérieur à la façade moderne. Le concierge m'a reconnu et m'a fait signe, me laissant entrer sans m'annoncer, signe du nombre de fois où j'étais venu là en tant qu'ami. En montant dans l'ascenseur jusqu'au 8e étage, j'ai repassé mentalement toutes les preuves. Il n'y avait plus de doute dans mon esprit.
La question était maintenant, que dirait David lorsqu'il serait confronté? Et que ferais-je ensuite? La porte de l'appartement 802 était entr'ouverte quand je suis arrivé. Une invitation silencieuse à entrer et à découvrir la vérité derrière la trahison qui avait bouleversé ma vie. Le traître démasqué. Je suis entré dans l'appartement de David, le cœur battant la chamade. L'endroit était dans la pénombre, éclairé seulement par une lampe de coin. J'ai reconnu chaque détail de cet espace. La bibliothèque que j'avais aidé à monter, le canapé où nous avions regardé tant de matchs du PSG, les photos au mur qui racontaient les histoires de nos aventures communes. 15 ans d'amitié disséminés dans la décoration. David était assis dans le fauteuil en cuir, un verre de whisky à la main. Il n'était pas ivre, mais il avait déjà bu assez pour relâcher ses défenses. Il ne s'est pas levé quand il m'a vu. Il a simplement levé les yeux, son visage un mélange de défi et de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas ?» ai-je répondu, restant debout, gardant mes distances. « Pourquoi, David? Pourquoi détruire 15 ans d'amitié ?» Il a pris une longue gorgée de whisky, comme pour puiser du courage dans l'alcool. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? C'est ton plus grand problème, Antoine. Tu ne vois jamais plus loin que le bout de ton nez. Alors explique-moi, ai-je insisté, sentant la colère monter. Fais-moi comprendre quelle merde t'est passée par la tête pour ruiner ma vie de cette façon. » David s'est levé brusquement, son expression se durcissant. « Ta vie a toujours été parfaite. Tout a toujours marché pour toi. L'université que tu voulais, les emplois que tu voulais, les femmes que tu voulais. Pendant ce temps, j'ai toujours été le putain de second rôle dans l'histoire du grand Antoine Dubois. » J'étais abasourdi par cette explosion d'amertume. « De quoi tu parles? On a traversé les mêmes difficultés, on est entrés ensemble à l'agence. »« Non, » m'a-t-il interrompu, frappant le verre sur la table basse. « On n'a pas traversé les mêmes difficultés. Tu es né à Neuilly, tu as fait les meilleures écoles. Moi je viens de banlieue, j'ai trimé 2 fois plus pour arriver où je suis. Et même comme ça, à chaque promotion, à chaque opportunité, qui choisissait-il? Toi. Toujours toi. » J'ai secoué la tête, essayant de digérer ce que j'entendais. « C'est à propos de la promotion. Tu as détruit ma réputation pour un poste. » David a laissé échapper un rire amer. « Ce n'est pas seulement le poste, c'est tout. C'est la façon dont tu obtiens toujours ce que tu veux sans même te rendre compte à quel point tu blesses les autres au passage. » Quels autres? Qui j'ai blessé? Il m'a regardé comme si la réponse était évidente. Pauline. Tu savais que j'étais amoureux d'elle depuis la fac. Et qu'as-tu fait? Tu es sorti avec elle à cette soirée de fin d'année, même en connaissant mes sentiments. C'était il y a des années, avant même qu'elle et David ne sortent ensemble. C'est elle qui s'est approchée, David, et vous n'étiez même pas encore ensemble. Peu importe. C'est toujours comme ça. Les gens gravitent autour d'eux, toi comme si tu étais le putain de soleil. Et moi, je suis juste jetable. J'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une jalousie profonde, corrosive, qui semblait avoir consumé toute l'affection qui avait un jour existé entre nous. Et la promotion a été la goutte d'eau, ai-je continué, commençant à comprendre. Tu pensais que tu la méritais plus que moi. David s'est approché de la fenêtre, regardant la ville au loin. Richard m'a convoqué il y a un mois. Il a dit que c'était entre nous deux pour le poste de directeur de la création. Il a dit que j'avais plus d'ancienneté, plus d'expérience technique, mais que tu avais plus de charisme, plus de présence. Comme si ça comptait plus que la compétence. Alors tu as décidé de me détruire. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu qu'il n'y avait aucun regret dans son regard. J'ai décidé de montrer qui tu es vraiment. Ces emails, c'est le vrai Antoine Dubois. Celui qui parle mal des clients dans leur dos. Celui qui critique ses collègues. Celui qui traite sa propre famille comme inférieure. C'était des exutoires privés, David. Tout le monde a des moments de frustration, tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas vraiment quand il est stressé. Ah non? Alors tu ne penses pas vraiment que Mathieu est limité?
Que Thérèse vient d'une famille sans culture? Que Richard est un lèche-botte incompétent? Chaque mot était un coup de poignard, renvoyé avec une précision cruelle. J'ai fait un pas en avant, la colère l'emportant finalement sur le choc. Comment as-tu fait? Comment as-tu eu accès à mes emails? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Tu as toujours été négligent avec les mots de passe. Cet après-midi dans ton appartement, quand mon ordinateur a planté, tu as tapé ton mot de passe Gmail devant moi. Ce n'était pas difficile à mémoriser. Et Richard, il est impliqué là-dedans? David a haussé les épaules. Disons que nous avions des intérêts alignés. Il n'a jamais aimé la façon dont tu as conquis les plus gros clients. Il pensait que tu avais trop de talent pour être contrôlé. Chaque révélation était pire que la précédente. Ce n'était pas seulement David, c'était une conspiration délibérée pour me faire tomber. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Ai-je demandé, la voix tremblante de rage contenue. Tu n'as pas seulement détruit ma carrière, tu as détruit mes relations, ma famille. Dommages collatéraux, répondit-il froidement. Peut-être que maintenant tu sauras ce que c'est de tout perdre. À ce moment-là, quelque chose en moi a explosé. Je me suis avancé vers lui, l'attrapant par la chemise, le poussant contre le mur. Tu es malade. 15 ans d'amitié et tu me poignardes dans le dos par jalousie? Par ressentiment? Pendant un instant, j'ai vu de la peur dans ses yeux, comme s'il ne réalisait que maintenant la dimension de ce qu'il avait fait. Je l'ai lâché, reculant, sachant que la violence ne ferait qu'aggraver ma situation. Tu as une idée de ce que tu as causé? Ai-je continué, essayant de contrôler ma respiration. Mes parents me parlent à peine. J'ai perdu mon emploi. Mon frère me déteste. Tu survivras, dit-il en rajustant sa chemise froissée. Tu survis toujours? Tu retombes toujours sur tes pieds. J'ai sorti mon portable de ma poche. J'ai enregistré toute cette conversation, David. Chaque aveu. Chaque détail de ton plan sordide. Son expression a changé instantanément. Le sourire de supériorité a disparu, remplacé par la panique. Tu ne ferais pas ça. Pourquoi pas? Tu as détruit ma vie. Pourquoi ne devrais-je pas détruire la tienne? Il a fait un pas dans ma direction, essayant d'atteindre mon téléphone. Donne-moi ça. J'ai reculé, gardant le téléphone. Je ne te donnerai rien. Je vais partir d'ici maintenant, et tu vas rester à penser à ce que tu as fait, à te demander si à tout moment cet enregistrement va fuiter, tout comme tu as fait fuiter mes emails. Antoine, attends. L'arrogance maintenant remplacée par la supplication. On peut arranger ça, je peux parler à Richard, expliquer que c'était un malentendu. Maintenant tu veux arranger les choses, après avoir détruit tout ce que j'ai construit? Je me suis dirigé vers la porte, dégoûté par son hypocrisie. Tu ne vas pas le croire, mais je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas détruire ta vie par vengeance. Je vais reconstruire la mienne, malgré ce que tu as fait. Quand je suis arrivé à la porte, je me suis retourné une dernière fois. David semblait plus petit maintenant, acculé, son arrogance complètement drainée. Tu sais ce qui est ironique? J'aurais refusé la promotion si j'avais su à quel point elle comptait pour toi. J'aurais soutenu ton nom, parce que c'est ce que font les vrais amis. Je suis sorti de l'appartement sans regarder en arrière, laissant la porte ouverte. Dans le couloir, je me suis adossé au mur un instant, sentant le poids des derniers jours s'abattre enfin sur mes épaules. La trahison avait un visage maintenant. Un visage que je connaissais aussi bien que le mien. Dans l'ascenseur, j'ai effacé l'enregistrement. Je n'avais rien enregistré en fait. C'était un bluff pour voir sa réaction. Et sa réaction a tout confirmé. Mais la vengeance ne me rendrait pas ma vie. Je devais trouver un autre chemin. En sortant de l'immeuble, la nuit était chaude et étouffante, typique de la région parisienne. J'ai marché quelques rues sans but, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. Les rues de Montreuil étaient pleines de vie, des bars bondés, des gens qui discutaient, vivant leur vie normale pendant que la mienne était en morceaux. Mon portable a vibré dans ma poche. C'était un message de David. Je suis désolé. J'ai perdu le contrôle. On peut se parler demain? Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Certaines trahisons sont trop grandes pour être pardonnées. J'ai regardé le ciel étoilé de Paris. Quelque part dans cette ville, je devrais trouver la force de recommencer, de ramasser les morceaux de ce qui restait de ma vie et de construire quelque chose de nouveau. Reconstruire ce qu'il reste.
Les semaines suivantes passèrent comme un flou brumeux. Je me réveillais chaque jour avec ce sentiment momentané de normalité avant de me souvenir que plus rien n'était normal. Le téléphone, autrefois source constante de communication, restait maintenant silencieux pendant des heures. Les notifications qui arrivaient étaient presque toujours négatives. Un autre ami qui cessait de me suivre, un autre client qui annulait son contrat, ou un commentaire méchant sur d'anciennes publications. Après la confrontation avec David, j'ai décidé que je devais agir. Je ne pouvais pas simplement laisser la tempête m'emporter. Le lendemain matin de notre rencontre, j'ai rédigé un texte long et honnête expliquant ma version des faits. Je n'ai pas mentionné David directement. L'exposer publiquement ne me rendrait pas ma vie et ne ferait que prolonger le drame. J'ai parlé d'atteinte à la vie privée, de contexte perdu, et surtout, j'ai assumé la responsabilité des mots qui étaient réellement les miens. J'ai publié le texte sur tous mes réseaux sociaux et l'ai envoyé à quelques contacts de la presse locale. Je n'attendais pas une grande répercussion, mais j'avais besoin que ma voix soit entendue, même par quelques-uns. La réaction a été mitigée. Quelques rares amis ont envoyé des messages de soutien. La majorité a gardé ses distances. Les clients que j'avais perdus ne sont pas revenus, mais au moins, le lynchage virtuel a diminué d'intensité. Les gens ont la mémoire courte pour les scandales des autres. Bientôt, d'autres cibles, d'autres polémiques surgiraient. Ma situation financière a commencé à devenir préoccupante. Sans le salaire de l'agence et avec les missions freelance qui se tarissaient, mes économies s'épuisaient rapidement. Le loyer de l'appartement dans un quartier chic consommait une bonne partie de ce que j'avais mis de côté. J'avais besoin d'un plan. C'est alors que j'ai reçu un appel inattendu de M. Bernard, un homme de près de 70 ans, propriétaire d'une petite imprimerie dans le centre de Paris. J'avais fait quelques travaux pour lui par le passé, créant des catalogues et des cartes de visite. « Antoine, mon garçon, comment ça va ?» Sa voix était réconfortante, sans aucune trace de jugement. « Ça va, monsieur Bernard. Des jours difficiles. »« J'imagine. Écoute, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai entendu des bribes, mais je voulais te faire une proposition. Je pense à moderniser l'imprimerie, à entrer sur le marché numérique. J'aurais besoin de quelqu'un avec ton talent pour m'aider dans cette transition. » L'offre est tombée comme une pluie dans le désert. Ce n'était rien comparé à ce que je gagnais avant, mais c'était un début. Plus important encore, c'était quelqu'un qui croyait encore en moi. « Quand est-ce que je peux commencer ?» ai-je demandé, sentant la première lueur d'espoir depuis des semaines. « Dès demain, si tu peux. L'imprimerie a besoin d'une injection de jeunesse. » Le lendemain, je suis entré à l'imprimerie Le Bon Caractère, un établissement traditionnel qui sentait l'encre et le papier. Monsieur Bernard m'a accueilli avec une accolade chaleureuse, de celle qui se fiche de ce que les autres pensent. Il m'a présenté aux employés, tous avec au moins 20 ans de maison, comme le jeune homme qui va nous apprendre ces trucs d'Internet. Le travail était basique comparé à ce que je faisais. Créer un site web, établir une présence sur les réseaux sociaux, moderniser l'identité visuelle. Mais il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité, dans l'absence de pression pour des résultats millionnaires, dans la gratitude sincère que M. Bernard manifestait à chaque petit progrès. À la fin de la première semaine, il m'a invité à prendre un café. « Antoine, je ne suis pas du genre à me mêler de la vie des autres, mais j'ai l'âge d'être ton père. Que t'est-il arrivé ?» J'ai hésité un moment, mais quelque chose dans la sincérité de ce monsieur m'a fait tout déballer. J'ai tout raconté. Les emails divulgués, la trahison de David, la perte de mon emploi et de mes amis. Il a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps, sans m'interrompre. « Tu sais, mon garçon, j'ai 68 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. J'ai appris que la réputation, c'est comme du cristal. Ça se brise facilement et ça ne se répare jamais exactement de la même manière. Mais j'ai aussi appris que le temps est le meilleur remède. Les gens oublient, ou du moins, ils arrêtent de s'en soucier. Et en attendant, tu reconstruis. Pas la même vie, une nouvelle, peut-être même une meilleure. » Ces mots simples contenaient plus de sagesse que tous les messages de développement personnel que j'avais lus ces dernières semaines. J'ai déménagé dans un appartement plus petit à Belleville, un quartier plus simple et plus proche de l'imprimerie. J'ai réduit mes dépenses,
J'ai établi une nouvelle routine. Les soirées, autrefois remplies de dîners dans des restaurants chers et d'événements sociaux, étaient maintenant consacrées à la lecture, à des cours en ligne, et occasionnellement, à des séances avec le docteur Dubois, une thérapeute que j'ai trouvée grâce à un programme de soutien psychologique accessible. « Qu'est-ce qui vous fait le plus mal dans toute cette situation ?» m'a-t-elle demandé lors d'une des premières séances. « L'injustice », ai-je répondu sans hésiter. « Être jugé sur des fragments hors contexte. Et quoi d'autre ?» J'ai réfléchi un peu. La trahison. Qu'elle soit venue de quelqu'un de si proche. Elle a hoché la tête. « Et qu'avez-vous appris sur vous-même à travers tout cela ?» La question m'a pris au dépourvu. J'ai appris que... Ai-je commencé, cherchant mes mots. J'ai appris que je n'étais peut-être pas aussi transparent que je le pensais, que j'ai gardé beaucoup de choses que j'aurais dû dire directement aux gens. Les séances avec le docteur Dubois sont devenues des ancres dans ma semaine. Non, seulement pour traiter la trahison, mais pour comprendre des schémas que j'avais répétés pendant des années sans m'en rendre compte. Comment j'utilisais le sarcasme comme bouclier, comment j'évitais les conflits directs, préférant me défouler dans des emails privés plutôt que de confronter les situations. Comment, à certains moments, j'avais été injuste dans mes jugements sur les autres. 2 mois après l'incident, j'ai reçu un appel de mon frère Mathieu. Il a été bref, encore distant, mais il a ouvert une porte. Maman fête ses 60 ans samedi. Il y aura un déjeuner à la maison. Si tu veux passer. Le déjeuner a été inconfortable au début. Conversation forcée, regards évités. Mon père, toujours réservé, m'a à peine adressé la parole. Mais ma mère, après le gâteau et les photos, m'a attiré sur le balcon. Mon fils, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais que tu as écrit des choses qui nous ont blessés. Mais je sais aussi qu'il n'est pas juste de définir une personne par ses pires moments. Ses yeux étaient humides, et j'ai senti les miens s'embuer aussi. Excuse-moi maman, je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Elle a pris mes mains. On se déçoit, on se blesse. Mais on n'arrête pas d'aimer. Ton père mettra plus de temps à le montrer, tu sais comment il est. Mais ça passera aussi. Ce petit geste de réconciliation familiale a été comme un baume. Il n'effaçait pas le passé, mais offrait une lueur d'avenir. Au travail, les choses ont commencé à s'améliorer. Le site de l'imprimerie a attiré de nouveaux clients. Monsieur Bernard, enthousiasmé par les résultats, m'a donné plus de responsabilités et une petite augmentation. J'ai recommencé à prendre quelques missions freelance. Rien de grandiose mais suffisant pour compléter mes revenus. Un jour, j'ai reçu un email de Julie, la collègue qui m'avait alerté sur la conspiration à l'agence. Elle racontait que David ne s'en sortait pas bien comme directeur de la création. Des clients importants étaient mécontents, l'équipe démotivée. Richard, mon ex-patron, commençait à réaliser qu'il avait peut-être misé sur le mauvais cheval. Je n'ai ressenti aucune joie à cette nouvelle. Juste une étrange sensation que la justice suivait son cours naturel, sans mon intervention. David a essayé de me contacter plusieurs fois dans les mois qui ont suivi. Des messages, des emails, même une lettre manuscrite envoyée à l'imprimerie. Dans chacun, il demandait pardon, se disait repentant, voulait discuter. Je n'ai répondu à aucun. Certaines blessures sont trop profondes pour être refermées avec des mots. 6 mois après la fuite, j'ai reçu une invitation surprenante. Une start-up de marketing digital, fraîchement établie à Station F, voulait me faire passer un entretien. Son fondateur, Félix, était un ancien client qui avait toujours admiré mon travail et qui, selon lui, se fichait des ragots du marché. L'entretien n'a été direct. Félix a mentionné le scandale d'emblée. Écoute, je sais ce qui s'est passé. J'ai lu les emails divulgués. J'ai aussi lu ta réponse. Ce qui m'importe, c'est ton talent et ton honnêteté maintenant. Ça t'intéresse de recommencer? La proposition était bonne. Pas aussi bonne que mon ancien poste, mais prometteuse. Un nouvel environnement, des gens qui ne connaissaient pas mon histoire ou, s'ils la connaissaient, ne s'en souciaient pas tant que ça. J'ai accepté immédiatement. Lord Joe. De ma dernière semaine à l'imprimerie, Monsieur Bernard a organisé un petit pot de départ. Bière fraîche, petit four, musique de Georges Brassens en fond sonore. Une simplicité qui contrastait avec les fêtes extravagantes de l'agence,
mais qui apportait une authenticité que j'avais oublié d'apprécier. « Je suis heureux pour toi, mon garçon », m'a dit Monsieur Bernard, dans un moment plus intime. « Quand tu es arrivé ici, tu ressemblais à un chien abandonné sous la pluie. Maintenant, tu as une autre lueur dans le regard. Je vous dois beaucoup. Vous avez été l'un des rares à me donner une chance quand tout le monde m'a tourné le dos. » Il a souri, ses yeux ridés disparaissant presque. « Tout le monde mérite une seconde chance. Et écoute, la porte ici sera toujours ouverte, tu sais ? » Je suis parti de l'imprimerie ce soir-là, le cœur plus léger. La vie que je connaissais avait été brisée, mais des ruines émergeait quelque chose de nouveau. Ni meilleur, ni pire, juste différent. Et peut-être que c'était suffisant. Des leçons gravées dans ma peau. 1 an s'est écoulé depuis ce mercredi qui a bouleversé ma vie. Le temps, comme l'a dit Monsieur Bernard, adoucit vraiment les angles des pires expériences. Il n'efface pas les cicatrices, mais il fait moins mal de les toucher. La start-up de Félix a connu une croissance rapide, gagnant des clients importants sur le marché français. Mon travail a été reconnu, non pas par des prix ou des gros titres, mais par la confiance renouvelée des clients et de l'équipe. Petit à petit, j'ai construit une nouvelle réputation, fondée non pas sur une image parfaite, mais sur l'intégrité et la transparence. Un samedi matin, alors que je prenais un café au Trocadéro, j'observais les touristes photographier la tour Eiffel. Des familles se promenaient profitant de la brise, des couples main dans la main, des personnes âgées sur leurs bancs habituels. La vie continuait son cours, indifférente aux drames individuels. C'était réconfortant, d'une certaine manière, cette perspective de petitesse face au monde. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de LinkedIn. Je l'ai ouverte, sans hâte, et il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce que je voyais. David avait été licencié de l'agence. La nouvelle ne venait pas directement de lui, mais des mises à jour automatiques de la plateforme. Son profil affichait désormais « en recherche de nouvelles opportunités ». Je n'ai ressenti aucune satisfaction, comme l'aurait peut-être fait l'Antoine d'il y a 1 an, ni pitié, juste une étrange neutralité. Ce que David avait fait a marqué ma vie pour toujours, mais je me suis rendu compte qu'il n'occupait plus de place dans mes pensées quotidiennes. C'était comme un livre que j'avais fini de lire. Je pouvais me souvenir de l'histoire, mais je n'étais plus immergé dedans. En début d'après-midi, j'ai reçu un appel de mon père. C'était encore rare qu'il m'appelle directement. Notre réconciliation se faisait à pas lents, surtout parce qu'il n'a jamais été un homme de beaucoup de mots. « Mon fils, je rénove la maison de campagne en Normandie. J'ai pensé que tu pourrais peut-être venir ce week-end pour jeter un œil, suggérer quelque chose. » C'était sa façon de tendre la main, de dire que la porte était à nouveau ouverte. « Bien sûr, papa, je peux venir. » La maison en Normandie, dans le Perche, avait été le refuge de la famille depuis mon enfance. Le lieu des déjeuners du dimanche, des pommes cueillies directement sur l'arbre, des feux de cheminée en automne. Y retourner avec mon père avait un symbolisme que nous comprenions tous les deux sans avoir besoin de le verbaliser. Nous avons passé tout le samedi à travailler ensemble sur la rénovation. Nous avons peint les volets, réparé la clôture du jardin, taillé les arbres fruitiers. Peu de conversation, beaucoup de travail. Le langage que mon père a toujours le mieux compris. En fin de journée, nous nous sommes assis sur la terrasse, avec 2 bières fraîches, observant le soleil se coucher derrière les collines. « Tu es différent ?» a-t-il commenté, brisant un long silence. « Comment ça ?» Je ne sais pas l'expliquer. Plus calme, moins préoccupé par ce que les autres pensent. J'ai souri, surpris par sa perception. Je crois que j'ai appris quelques leçons à la dure. Il a hoché la tête, buvant une gorgée de sa bière. Parfois, c'est le seul moyen d'apprendre pour de bon. Ce moment simple avec mon père sous le ciel orangé de Normandie m'a apporté une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les choses ne redeviendraient pas comme avant, elles ne le font jamais, mais elles pouvaient être bonnes d'une manière différente. Ma relation avec Mathieu s'est également améliorée progressivement. Nous avons recommencé à jouer au foot ensemble, le mercredi, avec un groupe d'amis communs. Après les matchs, nous prenions toujours une bière au bar du coin, parlant de banalités, de foot, de politique, évitant les sujets plus profonds, jusqu'à ce que, après plusieurs mois, il aborde enfin le sujet. Cet email,
Ce que tu as écrit sur moi, commença-t-il mal à l'aise. Il y avait une part de vérité là-dedans? J'aurais pu mentir, dire que c'était juste un moment de colère. Mais le nouvel Antoine que je construisais s'était promis d'être plus honnête même quand ça faisait mal. Oui, frérot. À l'époque, je pensais vraiment que tu te reposais sur tes lauriers, que tu pouvais viser plus haut. Mais j'ai compris plus tard que nous sommes sur des chemins différents. Toi, tu as toujours valorisé la stabilité, la famille, la routine. Moi, j'étais obsédé par le succès, la reconnaissance. Aucun chemin n'est meilleur que l'autre, juste différent. Il a réfléchi quelques instants, faisant tourner la bouteille de bière entre ses doigts. C'est juste, je crois que j'ai aussi pensé des choses dures sur toi au fil des ans. Je te trouvais arrogant, frimeur, vivant pour impressionner les autres. Et tu n'avais pas entièrement tort, ai-je admis avec un sourire. Mathieu a ri. Ouais, on dirait qu'on a des versions bien sincères l'un de l'autre gardées, à l'intérieur. La différence, c'est que maintenant on se parle en face, pas dans des emails privés qui peuvent fuiter. Nous avons trinqué à cela, à l'honnêteté brute que seuls des frères peuvent partager sans rompre les liens. Sur le plan professionnel, les choses ont évolué de manière surprenante. Félix, mon patron à la start-up, a décidé d'ouvrir un bureau à Lyon et m'a invité à diriger l'opération. C'était une opportunité de recommencer dans une autre grande ville, où l'écho du scandale serait peut-être plus dilué. J'ai accepté le défi. Avant de déménager, j'ai tenu à passer à l'imprimerie Le Bon Caractère, pour dire au revoir à Monsieur Bernard. Je l'ai trouvé comme toujours, entre des piles de papier, vérifiant des impressions avec ses lunettes, sur le bout du nez. Lyon, hein? A-t-il souri, ajustant ses lunettes. La grande ville va récupérer un fils talentueux. Grâce à vous, qui m'avez tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Il a fait un geste de la main pour balayer le compliment. N'importe quoi. J'ai juste vu ce que beaucoup ne pouvaient pas voir derrière le scandale. Un bon garçon qui a fait des erreurs, comme nous tous. J'ai serré dans mes bras ce monsieur qui avait été, bien plus qu'un patron temporaire, il avait été un phare au milieu de la tempête. À la veille du déménagement, en faisant mes valises, j'ai trouvé une boîte avec de vieilles photos. Il y en avait plusieurs avec David, à la remise des diplômes, lors de voyages que nous avions faits ensemble, à des barbecues chez mes parents. 15 ans de souvenirs figés sur du papier mat. Un instant, j'ai ressenti une pointe de nostalgie, presque de tristesse. Tant de bons moments, tant d'histoires partagées, tout ruiné par la jalousie et le ressentiment. J'ai pris mon portable et j'ai vu que j'avais encore son numéro enregistré. Le dernier contact remontait à près de 8 mois. Un de ses messages demandant à parler que j'avais laissé sans réponse. J'ai hésité, le doigt sur son nom à l'écran. Je pourrais appeler, je pourrais lui donner la chance de s'expliquer, à nouveau, de demander pardon en face. Peut-être pourrions-nous même reconstruire une sorte de relation. Mais quelque chose en moi savait que certains ponts, une fois brûlés, ne doivent pas être reconstruits. Non par rancune ou incapacité à pardonner, mais parce que la confiance, une fois brisée de cette manière, ne redevient jamais complète. Ce serait toujours une amitié hantée, pleine de doutes non verbalisés. J'ai rangé mon portable. J'ai remis les photos dans la boîte et je les laissées dans le placard de la chambre qui ne serait bientôt plus la mienne. Certaines choses, il valait mieux les laisser derrière soi. Le matin du départ, j'ai pris un dernier café à la boulangerie de Monsieur Martin. Il avait déjà repris son traitement cordial d'avant, comme si le scandale n'avait jamais eu lieu. « Vous allez à Lyon alors ?»« La ville des Lumières », a-t-il commenté en me servant mon café crème. « C'est ça, Monsieur Martin. » Nouvelle étape. « Ça va marcher, vous avez du cran. » Il a ajouté un croissant à ma commande. « C'est pour la maison, pour porter chance. » De petits gestes qui me rappelaient que, malgré tout, il y avait encore de la bonté dans le monde. À la gare, ma famille est venue me dire au revoir. Mes parents, Mathieu avec sa femme et son petit garçon, même une tante que je n'avais pas vue depuis des mois, des étreintes serrées, des promesses de visite, l'assurance que la chambre dans la maison de campagne m'attendrait toujours. Pendant le trajet en TGV, alors que j'observais Paris s'éloigner par la fenêtre, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé l'année dernière. La chute, le fond du gouffre, la lente reconstruction. Je n'étais pas la même personne.
L'Antoine qui arrivait à Lyon portait des cicatrices invisibles, mais aussi une force qu'il ne connaissait pas auparavant. J'ai appris de la manière la plus difficile que la réputation est fragile, que les amitiés peuvent cacher de profonds ressentiments, que des mots écrits dans des moments de frustration peuvent revenir nous hanter. Mais j'ai aussi appris la résilience, la capacité humaine à recommencer, l'importance d'être authentique même quand ça fait mal. Dans la grande ville qui m'attendait, personne ne connaissait mon histoire. J'aurais pu me réinventer complètement, créer une version polie et sans aspérité. Mais je savais que je ne le ferais pas. Je porterais mes expériences avec honnêteté, sans les cacher, ni me définir exclusivement par elles. L'annonce de l'arrivée imminente en gare de Lyon-Pardieu, Arretenti, j'ai rassemblé mes affaires, me préparant à poser le pied dans une nouvelle vie. L'Antoine qui descendrait du train n'était pas le même que celui qui était monté à la gare de Lyon un an plus tôt. C'était quelqu'un qui avait appris, de la manière la plus douloureuse possible, que notre vraie force n'est pas de ne jamais tomber mais de la façon dont nous nous relevons après la chute. Lyon s'ouvrait devant moi, immense, vibrante, pleine de possibilités. Une page blanche où j'écrirais le prochain chapitre, non pas avec l'encre de la perfection idéalisée, mais avec la sincérité de celui qui a connu le pire de lui-même et a décidé d'être meilleur chaque jour. Le train est entré en gare. Un nouveau départ. Pas parfait, pas immaculé, mais authentique. Et ça, j'ai appris, c'est bien plus précieux que n'importe quelle réputation impeccable construite sur du sable.